Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous, votre magazine culturel du dimanche soir. L'été est de retour et ça fait du bien. Et dans cette émission, on va essayer de vous donner quelques conseils de lecture ou d'écoute pour ne pas bronzer idiot pendant cet été qui nous arrive enfin. On commencera avec une bande dessinée, ça s'appelle Vert, c'est un peu de la science-fiction ou peut-être de l'anticipation. Ça raconte l'histoire d'une humanité aux prises avec un virus végétal. On en reparle dans un instant avec la dessinatrice qui s'appelle Marion Besançon. Ensuite, ce sera de la musique avec la pianiste Larin Humbert et un album qui s'appelle Pinède. Et puis, on terminera avec un roman historique signé Étienne Noël qui s'appelle Alicia, l'oubliée de Ravensbrück. En fin d'émission, ne ratez pas le retour de Clémence en flamme dans notre micro ouvert. C'est Connaissez-vous et nous sommes partis. Bonjour Marion Besançon. Bonjour. Est-ce que Besançon, ça a un rapport avec votre ville d'origine ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis née en Normandie et puis j'ai grandi à Montauban, près de Toulouse, donc pas du tout à Besançon. Ouais. Et vous êtes ici à Bruxelles pour faire de la promotion. Vous connaissez cette ville ou pas du tout? Pas du tout. C'est la première fois que je viens et je suis très, très contente de venir. C'est vraiment chouette. Ouais. Vous avez déjà eu le temps de voir un petit peu la ville? Très très peu, seulement en sortant du train, dans les transports, rapidement, mais si je pouvais m'y attarder plus, ce serait chouette. Ouais. Vous aimez bien les villes ou pas? Les villes? Oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'environnement urbain, je trouve ça hyper inspirant, il y a plein de choses à voir. C'est très diversifié, graphiquement, visuellement et en termes d'ambiance, c'est vraiment toujours riche et différent. Donc ouais, j'aime beaucoup. Et vous aimez dessiner les villes? Oui, j'adore ça. J'adore ça. C'est même ce que je fais le plus spontanément au niveau des décors. J'aime beaucoup parce que ça peut s'incarner comme un personnage à part entière en fait. Donc c'est passionnant. Alors, je vais vous proposer de changer de place, si vous êtes d'accord, Oui. Marion Besançon. Vous allez prendre la place la plus à droite, devant le petit dossier. Voilà, ça c'est la place qui vous était destinée. C'est le premier ouvrage que vous publiez, dont on va parler maintenant. Ça s'appelle Vert, avec un pluriel. Premier ouvrage, ça veut dire qu'avant, vous étiez quoi, étudiante en art graphique? Oui, enfin à peu près. Oui. J'ai fait 3 ans après le bac d'études d'art appliqué. Et après, en fait, il s'est passé un peu de temps durant lequel j'ai développé mes projets personnels de bande dessinée, où j'ai démarché des éditeurs, où en fait on tâtonne beaucoup en attendant de parvenir à se lancer, quoi. Ouais. Donc, Et quand on a son premier ouvrage qui paraît, vous pouvez le prendre entre les mains, il est quand même assez volumineux. Il y a combien de oui. pages? Il y en a 251 planches, donc 264, il me semble, dans le livre. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais. 260, ouais, 264. Quand on a son premier ouvrage qui paraît, c'est une satisfaction, le fait d'avoir ce livre entre les mains, la preuve matérielle de votre travail. Oui, c'est c'est assez émouvant. Avant, quand même, moi, personnellement, j'ai eu assez peur quand même du résultat parce qu'on découvre tout, donc on tâtonne sur absolument toutes les étapes. Et non, c'est une agréable surprise de voir le résultat. Puis beaucoup d'émotions parce qu'enfin, ça quitte notre intériorité et puis ça devient partageable en fait avec les autres. Les premiers retours sont bons? En tout cas, les gens à qui ça plaît n'hésitent pas à exprimer leur amour, donc ça fait très très plaisir. Alors on va voir quelques planches de cet album qui s'appelle Vert. Vous êtes la dessinatrice, il y a donc un co-auteur avec vous. Comment naît l'idée de cette histoire et que raconte? C'est quoi le propos de Vert? Vert, ça raconte, au sens large, ça raconte le changement et notre relation à tout changement, donc avec les problématiques que ça implique. Et l'idée de départ, c'est vraiment Patrick, du coup, mon co-auteur, qui l'a eu. Patrick Lacan. Voilà, Patrick Lacan. Donc l'idée des mutations végétales qui se propagent sur les humains et qui les conduisent à évoluer petit à petit vers une nouvelle forme d'humanité. Et c'est une idée qui lui est venue d'un rêve. Donc il y a une dimension onirique au démarrage du projet qui est quand même très forte. Et ensuite, tous les deux, on s'est attelés à développer ça
dans le format sous lequel ça existe actuellement, en essayant d'appuyer dans cette direction justement onirique et sans perdre de vue non plus le réel, mais c'était intéressant d'essayer de faire cohabiter les deux ambiances. Ouais. Ça commence avec une épidémie, donc ce sont des bébés qui naissent, on en voit un à l'image, avec des excroissances végétales. Alors ça peut être une feuille qui pousse sous le nez, ça peut être une fleur à un autre endroit, ça peut être finalement une forme d'humanisation végétalisée ou de végétalisation de l'humanité. C'est ça qui se passe dans cette histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment des mutations en fait qui apparaissent progressivement. D'abord effectivement en touchant les nouveau-nés, puis petit à petit on se rend compte que ça touche aussi les adultes, que ça apparaît à différents endroits, sous différentes formes. Chacun a aussi une plante un peu dédiée. Donc moi j'ai essentiellement dessiné des arbres, mais logiquement tout le règne végétal est là. Et donc oui, ça contamine petit à petit toute l'humanité. Qui est-ce qui a eu l'idée? Donc c'est Patrick Lacan qui vient avec son histoire, et c'est vous qui trouvez le moyen graphique de rendre un petit peu réel ce rêve? Oui, c'est ça. En fait, c'est lui qui est venu me trouver après avoir vu mon travail dans un fanzine dans lequel je collaborais régulièrement. Et en fait, il avait un ensemble de nouvelles qu'il voyait bien exprimées en BD, dont l'une des nouvelles en fait, qui est à l'origine de Vers. Et donc cette nouvelle de quelques pages au démarrage, on a travaillé tous les deux à l'étendre en long format, en s'échangeant des mails d'écriture de manière assez littéraire au départ. Et donc moi, après, mon travail, ça a été, à partir de tous ces textes, de le découper, de le mettre en cases, de le mettre en pages, et de travailler sur le rythme, les visuels également. Et c'était très intéressant parce que Patrick a une écriture assez littéraire. Et du coup, je m'appuyais beaucoup sur son style pour me concentrer sur les émotions que ça me crée, les sensations que ça me crée, pour ensuite, après, en déduire un style de mise en case ou de mise en page. On parle un instant de votre technique, Marion Besançon. Avec quels outils est-ce que vous dessinez? On a le sentiment qu'il y a beaucoup de dégradés, qu'il y a 50 nuances de gris, pour reprendre cette expression-là. Alors c'est d'abord c'est de l'encre de Chine et de la plume pour tout ce qui est personnages et décors artificiels, également animaux. Et en fait, j'ai travaillé tout ce qui est végétal au crayon et à la poudre de graphite pour faire tous les gris, toutes les nuances de gris. Donc c'est la graphite en poudre, c'est comme du crayon, mais sous forme de poudre que j'étale à sec au pinceau et qui me permet du coup d'avoir une base que je viens ensuite monter progressivement au crayon pour avoir des noirs ou des gris plus foncés. C'est combien de temps de travail de publier autant de planches avec un souci du détail aussi raffiné? Alors les pages du crayonné à la finalisation, en noir et blanc, ça m'a pris 2 ans. Et puis après, il fallait bien compter 6 mois de post-prod pour tout ce qui est bulles, bord de case, couleur aussi, parce qu'il y a un petit peu de couleur à la fin. Ouais. Bon, on va voir justement une des planches de la fin, parce que quasiment tout le récit, en tout cas les 3/4 du récit, sont en noir et blanc. C'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Et puis sur la fin, sur les dernières pages, là on va changer de registre, on va être dans une explosion de vert. Là, vous avez changé de technique? Je suis restée sur des pages donc avec une base traditionnelle, donc tout au crayon. Cette fois, j'ai enlevé toute l'encre parce que l'idée, c'était que le crayon qui représente du coup le végétal a tout recouvert. Donc j'ai tout travaillé en nuances de gris très très légères, aussi plus légères qu'avant, pour pouvoir laisser passer la couleur sans l'assombrir. Et après, la couleur, par contre, là, c'est numérique. Et j'ai essayé de la travailler de manière assez aquarellée, donc avec des débords, des taches, comme je l'aurais fait en fait si je l'avais faite au pinceau. Alors, je voudrais quand même qu'on parle du propos, parce que donc ça parle de cette humanité qui va finalement se conjuguer dans une alliance avec les végétaux. Ça n'est pas si simple que ça, parce que dans votre récit, dans Vers, il y a quand même beaucoup de résistance de la part des humains, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, il y a même un peu de violence. Oui, oui, tout à fait. C'était important de ne pas du tout éluder ça. C'est vrai que là, on l'a conçu comme
comme un récit d'épidémie, mais qui se voulait pas du tout catastrophiste, même s'il n'en est pas moins radical. Mais c'était vachement important quand même de montrer que l'idée, c'était qu'à mesure que les gens sont contaminés, ils acceptent assez naturellement le truc, sauf qu'évidemment, ça se passe pas fluidement comme ça pour tout le monde, et on tenait à montrer cette résistance-là, parce qu'elle Oui, existe et elle est c'est plus qu'une compréhensible. résistance, il y a des Oui. manifestations, il y a Oui, oui, des, oui. des espèces de groupes armés qui se montent, qui veulent en finir avec la végétalisation et les végétaux, et qui passent même à la violence. Oui. On est même dans une violence extrême. Oui, oui, c'était vraiment important de montrer cet aspect-là. C'est pas le cœur, mais c'est aussi l'élément pivot quand même. Il y a un message d'envers, finalement. Il n'y a pas, il y a pas de morale à proprement parler, parce que c'était vraiment, enfin, pour moi, c'était hors de question d'être moralisateur. Ouais, il y a quand même l'idée qu'on doit accueillir la nature, non? Oui, ça c'est important sur la relation à notre environnement, enfin à notre milieu en fait. C'est-à-dire que se rappeler qu'on fait partie intégrante du milieu et que c'est pas un décor dans lequel on évolue et qui est séparé de nous. Mais au-delà de ça, c'est que quand les changements arrivent, ils arrivent en fait, et qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, et qu'aussi on doit l'accepter en tant qu'humain. On n'est pas tout puissant, on n'est pas les maîtres de tout, et qu'on le veuille ou non, en fait, quand les choses changent, les choses changent. Alors, je voudrais quand même avoir la réponse à cette question. Quand est-ce que cette histoire a été écrite? En lisant Vert, moi, je me suis retrouvé dans la période de la Covid-19. Est-ce que ça a un rapport? Et ça, c'est vraiment une coïncidence, parce que Patrick a écrit cette nouvelle il y a 10 ans, et on a commencé à la travailler avant le Covid. Donc, Ça ne vous a pas influencé? Ce que vous décrivez sur la peur de l'épidémie, le rejet de ceux qui sont contaminés, même si dans votre récit c'est une contamination positive? finalement, non, enfin, pas tant que ça, parce que toute la partie, tout le squelette, le storyboard, c'est fait un peu au même moment que le Covid, mais c'était pas lié. C'est après coup qu'on s'est dit, mince, en fait, ça résonne vachement avec ce qu'on vient de traverser. Mais je crois que finalement, c'est commun à toutes les épidémies ou ce genre de situation de crise, en fait. C'est juste que la plus récente, peut-être une des plus marquantes en France, c'est le Covid, mais non, c'est un alignement étonnant. Ça s'appelle Vert avec un pluriel, c'est donc paru aux éditions Rue de Sèvres, c'est de Patrick Lacan et de Marion Besançon. On va souligner la finesse du dessin, la profondeur du dessin de Marion Besançon. Vous avez déjà un prochain ouvrage en préparation, Marion Besançon, ou chaque chose en son temps? Non, effectivement, je suis repartie sur d'autres choses là. Ce sera très différent ou ce sera à peu près la même chose? Non, ce sera différent. En fait, j'ai deux choses. Une qui sera quand même un petit peu reliée quelque part à l'écologie, et une autre qui sera plus intimiste, mais il y aura toujours ce rapport à l'humain. Et est-ce que le dessin va changer? Est-ce que le style que vous adoptez, il était spécifique pour cette histoire-là, ou est-ce que vous êtes capable de modifier votre trait, d'avoir peut-être un trait moins doux, plus agressif, si le récit l'exige? J'aimerais bien. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais j'aimerais bien pouvoir m'adapter. Ce qui est sûr, c'est que la technique changera légèrement. Il y aura de la couleur. Et après, on va dire, sur le long terme, j'aimerais pouvoir effectivement moduler sans changer radicalement mon dessin, parce que c'est quand même raccroché à qui on est. C'est pas si évident que ça de le bouger, mais j'aimerais pouvoir explorer assez largement, autant que possible, en tout cas, suivant les récits. Voilà, Vert, c'est l'un des récits qu'on recommande pour avoir peut-être un petit peu d'évasion et de réflexion pour le courant de l'été. En dessous de votre bande dessinée, Marion, il y a un CD. Est-ce que vous pouvez le prendre? Oui. Est-ce que vous Très pourriez beau. déjà me dire quelque chose sur la pochette? C'est très raccord. Déjà très très belle pochette. De la peinture, de l'aquarelle, de la gouache. Très très belle pochette, elle est douce. On voit le lien objet-objet qu'il y a eu entre les deux. Est-ce que vous pourriez imaginer la musique qui est derrière? Imaginer, je sais pas, parce que j'éviterais peut-être de faire un parallèle trop rapide entre ce que je perçois et ce qui serait à entendre. Mais je suis très curieuse du coup. Ah ben, vous allez essayer d'étancher votre curiosité en écoutant Larin Habert.
Lara, est-ce qu'on peut vous proposer de vous installer en face Oui, tout à fait. de Marion? Comme ça, ce C'est sera plus facile pour que vous puissiez converser. Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter, Lara? Oui, je m'appelle Lara Humbert, je suis pianiste, compositrice, plutôt dans les musiques improvisées, jazz. Voilà. Vous aussi, vous êtes française, hein? Oui, je suis française, mais j'habite à Bruxelles depuis 6 ans. Ouais. Comment on décide de venir à Bruxelles lorsqu'on est une musicienne, pianiste? Comme beaucoup de personnes, je pense, c'est pour les études d'abord. Et puis après, on a envie de rester, parce que c'est une chouette ville. Alors, vous avez entendu les explications de Marion Besançon. Est-ce que ça vous parle, son projet, cette bande dessinée? Oui, je vois bien le rapprochement. Oui, tout à fait, ça m'a beaucoup donné envie de la lire. Les dessins sont très beaux et le sujet paraît très intriguant. Alors, votre projet à vous, il s'appelle Pinhead. C'est donc un premier CD. C'est aussi votre premier travail qui est produit. Marion Besançon nous dit que ça doit être de l'aquarelle. Est-ce qu'elle a vu juste? Oui, c'est ça. Et vous êtes l'autrice de cette couverture. Vous n'êtes pas que la musicienne. Génial. Oui. C'était important pour vous d'agir aussi sur l'objet? C'est que ce dessin, c'est quelque chose qui correspond à ma mémoire et qui a un lien avec les morceaux, ce dont ça parle dans ma tête. Et ça faisait longtemps que je l'ai commencé et quand je me suis dit il faut que j'enregistre avec ce groupe, j'aime bien, je me suis tout de suite dit bon, ça va être cette aquarelle. Mais voilà. Et elle a un rôle, hein, cette aquarelle, on la reverra tout à l'heure hein, dans un des clips que vous allez nous proposer. C'est un album autoproduit, ça c'est quelque chose d'important, ça veut dire que vous en avez eu la maîtrise complètement du début à la fin? Oui, tout à fait. Après, c'est pas nécessairement un choix entièrement. C'est plus que je pense que quand on sort son premier album en tant que musicienne, c'est presque impensable de pouvoir trouver un label qui propose quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai autoproduit. Et aussi, le travail qui est venu en amont était déjà tellement compliqué que je me suis dit, au moment de devoir chercher un label, j'ai pas redoublé d'efforts pour ça, quoi. Vous avez dit musique improvisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de barrières de style dans votre travail. Vous pouvez vous autoriser à aller du côté du classique. Je pense que vous avez une formation classique. Du côté du jazz, ouais, il y a parfois des réminiscences un petit peu pop. Vous acceptez que je dise ça de votre travail? Tout à fait. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un background où j'ai étudié plusieurs styles de musique et j'écoute beaucoup de choses différentes. Et je suis contente d'avoir pu trouver une manière de composer qui me permet de ne pas devoir choisir. Après, j'imagine que pour des gens qui connaissent peut-être pas ces musiques très spécifiquement, ça sonne quand même très jazz. Mais voilà, j'aime bien le fait de ne pas me donner une case. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait de votre musique. On en reparle juste après.
Marion Besançon, est-ce que vous avez reconnu l'aquarelle dans ce petit rond qu'on vient d'apercevoir? Ah, j'ai pas trop regardé le petit rond, j'ai plus écouté, j'avoue. Alors, Mais- quelle est votre réaction quand vous écoutez cette musique? Ah ouais, on se laisse porter tout de suite. J'aime beaucoup la résonance, les échos qu'il y a entre chaque son. Pour le coup, ça rejoint la sensation qu'il y a sur l'aquarelle. Où on passe de petites touches en petites touches qui communiquent entre elles. C'est vraiment c'est très planant et très, très portant. C'est super agréable. Est-ce que vous travaillez en musique, Marion Besançon, ou pas? Oui, quasiment tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous Un travaillez? peu de tout. Ça dépend si je suis en phase de bouclage ou pas. Quand il me faut de l'énergie, c'est quand même beaucoup de musique énergique. Sinon, je suis plus ouverte tout le temps. Mais j'aime beaucoup l'électro. J'aime beaucoup, mine de rien, certains classiques aussi. Le jazz, j'en écoute un petit peu, mais surtout à la radio. À peu près tout me plaît en musique. Alors, Lara Imbert, est-ce qu'on peut expliquer le morceau qu'on vient d'entendre? C'était quoi? C'est le dernier morceau de l'album. Voilà, c'est le titre est assez explicite. Thank You Come Again, hein? Oui, Thank You Come Again. Voilà. En fait, l'album parle énormément de tous les souvenirs que j'ai. Moi, je suis originaire de Haute-Savoie et c'est un endroit qui est très cher à mon cœur, mais où professionnellement, j'ai pas vraiment d'issue. Et du coup, je suis toujours un peu nostalgique de ne pas pouvoir y vivre ma vie. Et du coup, en général, ma musique parle énormément de ça. Enfin, ça nourrit pas mal mon envie d'écrire. Les souvenirs que j'ai et d'essayer d'approfondir un peu les sentiments que ça éveille en moi. Et voilà, du coup, le clip, on s'est amusé à faire ça et c'était un petit peu comme pour mettre en image ce fait que d'une personne qui regarde des souvenirs et le carton, c'est un peu pour les souvenirs et puis il y a des vraies images de mon chez-moi. Alors, est-ce qu'on peut dire de votre musique, Lara, qu'elle est à la fois sophistiquée, qu'elle pourrait paraître intellectuelle, déroutante, inhabituelle à l'oreille pour certains, mais qu'en même temps, si on fait l'effort de se laisser aller, c'est là qu'on va trouver la beauté? Oui, je pense que, en tout cas, j'espère, ça me tient énormément à cœur que ça puisse être accessible à beaucoup de gens parce que une grande partie de ma famille n'est pas du tout dans le milieu de l'art et je pense que il pourrait y avoir un petit côté free jazz dans les sonorités que vous utilisez ou dans les accords que vous utilisez, non? On sent, je pense, mon background d'avoir étudié le jazz. Après, free jazz, c'est quand même un style de musique qui implique quelque chose de politique et je pense pas que c'est le cas de ma musique. En tout cas, je voudrais pas dire ça. Mais effectivement, ouais, il y a beaucoup de jazz. Et puis aussi, je pense que le son du violon, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que je pense qu'il y a quelque chose de très accessible quand on écoute le violon. N'importe qui, quelles que soient les notes que la personne joue, s'il est bien joué, c'est captivant. Et voilà. On peut peut-être citer les musiciens qui vous accompagnent sur ce projet. C'est un quartet. Oui, c'est ça. C'est Benjamin Sauzereau à la guitare, guitare électrique, guitare acoustique. Il y a Gaspard Six à la batterie et Amel Metlini au violon. Quand on dit qu'on fait de la musique improvisée, ça veut dire que vous êtes venu avec des partitions, il y a eu beaucoup de répétitions avant l'enregistrement, chacun a une liberté ou il y a beaucoup de direction de votre part pour les musiciens? En fait, dans ma tête, ce que j'essaye de mettre en œuvre, alors je ne sais pas si eux diraient la même chose, mais j'essaye d'amener un matériel qui donne des libertés à certains endroits, parce que j'aime beaucoup écrire et écrire des choses assez précises, et de plus en plus, mais j'aime beaucoup pouvoir laisser à des endroits, un peu comme me déresponsabiliser de la musique et de me dire, bon, whatever, vous faites ce que vous voulez là-dessus, et laisser justement la place à ce que les musiciens ont envie de faire, et même si cela c'est pas forcément le choix que j'aurais fait si j'écrirais, et ça va pas toujours peut-être me plaire à 200%, mais c'est leur identité, et ça me tient à cœur de pouvoir accepter leur personnalité musicale dans leur entièreté. Donc c'est très important pour moi, le fait qu'il y ait une grosse part laissée à l'improvisation libre. Alors je vous propose qu'on écoute un deuxième extrait de votre musique.
Lara Imbert, petit mot d'explication, que venons-nous d'entendre? Oui, alors ça c'est de l'inédit, c'est pas encore sorti. C'est le nouveau répertoire que j'écris, que je coécris avec la chanteuse Marie-Amélie Clément. Donc elle participe à l'écriture de la musique en partie et aussi surtout elle met en parole des mélodies que je lui propose. Et du coup c'est un nouveau répertoire qu'on enregistrera l'année prochaine et on va le présenter en septembre dans une salle de Bruxelles qui s'appelle le Baïchou. Ouais, donc ce sera sur le prochain album. Donc on va effectivement signaler ce concert le 19 septembre au Baïchou. C'est une très belle salle qui se trouve dans les sous-sols de Tour et Taxi pour ceux et celles qui n'y seraient pas encore allés pour écouter l'un ou l'autre concert. Il y a à la fois du jazz et de la world music et d'autres propositions encore hein, dans cette salle. Je vais retourner vers vous, Marion Besançon. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec cette chanson? Dans quelle atmosphère vous pourriez être pour écouter cette musique? J'ai ressenti plutôt de la mélancolie là, mais pareil, je me laisse vite porter par les sons. J'ai pas tant d'émotions que ça avec la musique, plutôt des sensations assez précises. Et j'adore quand les sons se rassemblent, en fait, ça fait des pointes comme ça un peu dans la musique où ils convergent et puis après ils se redénouent. Et c'est super agréable, enfin, ça fait vraiment comme une balade. Et j'aime beaucoup. Il y a plein de sonorités hyper surprenantes aussi, mais très délicates et le tout est hyper harmonieux. C'est vraiment berçant, encore une fois, je trouve. Lara Imbert, c'est quand même une assez bonne définition de votre travail, ça, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je cherche beaucoup, de mélanger les sonorités, les timbres des instruments. Et j'adore par exemple, un truc qui m'a tout de suite plu, c'est le son de la guitare et du piano. Dans certains ambitus, en fait, on ne saurait pas qui c'est qui joue quelle note, parce que ça se mêle énormément. Ouais, et ouais, j'aime beaucoup arranger, et c'est ça qui me plaît dans l'arrangement, c'est un peu... Ouais, quand tout d'un coup l'oreille fait « Ah, waouh, il y a un truc qui se passe quand ça s'est mélangé oui, ». C'est chouette. Donc il y a ce travail avec le piano et la guitare électrique, avec le violon aussi, hein, et vous jouez beaucoup sur le rapport entre ces trois instruments qui peuvent avoir des tessitures assez semblables. Oui, c'est ça. C'était aussi un peu le challenge, parce que deux instruments harmoniques, c'est un peu compliqué, surtout quand on veut faire de l'impro libre et que le matériel n'est pas tout à fait écrit. Et ouais, du coup, moi j'aime bien avoir un rôle plutôt mélodique au piano et Benjamin, ouais, aussi à la guitare, il joue pas mal de mélodies et Amel joue des mélodies. Alors du coup, ça fait beaucoup de mélodies ensemble et c'était un peu le challenge de comment est-ce qu'on fait pour que ça fonctionne quand même et qu'on n'ait pas une sensation de vide parce qu'il n'y a pas de basse dans le groupe pour supporter tout ça. Mais ouais, c'était le gros travail du groupe. Si je dis qu'à l'écoute de votre album, il y a une impression de douceur, de calme, peut-être même d'introspection qui s'installe. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, oui, je pense. C'est voulu? Oui, c'est voulu. Pas tout le temps. Mais après, dans les extraits que vous avez passés, ouais, c'est plutôt pas mal. Mais même l'album, sur la durée, on l'écoute facilement sur la durée, cet album. Oui. Et on est quand même dans une ambiance... les jeunes vont dire chill, hein, où c'est de la douceur, on n'est pas dans quelque chose qui cogne. Non, oui, c'est sûr que je ne fais pas de la musique très violente, mais je pense que c'est un peu malgré moi, et aussi l'instrumentation fait que ça ne peut pas non plus devenir hyper violent, mais je pense que c'est un peu des restants de mes études de piano classique qui font que j'ai toujours été plus attirée par les trucs un peu plus doux, des compositeurs comme Debussy, qui traitent la joie et la douceur avec beaucoup d'imagination. Ça me parle. Un mot sur le titre de cet album. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Pinède? Pinède, c'est le nom d'une plage au bord du lac Léman, qui me tient très à cœur. Et c'est aussi un peu le dessin qu'on voit sur la pochette. Voilà. Est-ce que vous pourriez travailler ensemble, Marion Besançon et Lara Imbert? Est-ce que vous pourriez demander à Marion de faire la couverture d'un album? Est-ce que Marion pourrait se lancer dans un concert illustré? Moi, après, sensoriellement, oui, il y a plein de trucs qui me parlent dans ta musique. C'est une ligne sensible, on va dire, qui me parle.
Donc après... Voilà. Donc c'est pas exclu. Marion, je vais vous demander de soulever Oui. votre livre et de trouver en dessous un autre ouvrage. Vous pouvez me lire le titre? Alicia, l'oubliée de Ravensbrück. Donc là, le titre est assez explicite. Vous devinez de quoi on va parler? Oui. Oui. Ouais, on va accueillir Étienne Noël, qui est l'auteur de cet ouvrage. Étienne Noël, je vais vous demander de vous présenter. Il y a certains Bruxellois qui vous connaissent peut-être en tant qu'ancien élu bruxellois. C'était votre vie d'avant, ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu une vie dans le monde démocratique, principalement au niveau local, à Schaerbeek. Et en 2018, je ne me suis plus présenté. J'ai aussi eu une vie active dans le monde de l'économie et du soutien aux petites et moyennes entreprises. Et voilà, au moment de la pension, je me suis dit qu'il était temps que je réfléchisse à autre chose et que je fasse autre chose, que je découvre d'autres horizons. Ouais. Alors vous êtes lancé dans l'écriture, oui. Vous aviez déjà sorti un recueil de nouvelles, si je ne me trompe pas. Cette fois-ci, on est sur quelque chose qui est quoi? C'est un roman, un documentaire, un roman historique? Quelle est la part de fiction, quelle est la part de recherche historique? En fait, c'est essentiellement basé sur une histoire vraie, donc c'est plutôt un récit, même s'il y a un petit passage inventé où j'ai voulu faire un clin d'œil à mes grands-parents, mais sinon, l'histoire est vraie, elle est dramatique d'ailleurs, et pratiquement tout est exact. J'ai tout vérifié, revérifié, et donc les faits sont réels. Alors on la raconte cette histoire, on parle d'une certaine Alicia, elle est flamande de la région de Gand. Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? On va croiser deux guerres dans ce récit. Oui, donc en fait, elle naît à Bruges, enfin à Courtrai, et puis elle va habiter à Bruges, magnifique ville, qui à l'époque est Bruges-l'Endormie, c'est donc encore une ville qui n'est pas très active. Et là, pendant la guerre 14-18, malheureusement pour elle, il y a une bombe qui tombe, c'est ce qu'on appelle les dégâts collatéraux aujourd'hui, c'est un mot horrible. Et donc il y a une bombe alliée, une bombe anglaise qui tombe sur la maison de sa famille, et elle se retrouve orpheline avec deux sœurs dont elle doit s'occuper. Elle a à ce moment-là 20 ans. Et puis elle va parcourir l'entre-deux-guerres avec beaucoup de courage, se marier. Son mari va décéder parce qu'il avait été gazé pendant la guerre 14-18 dans les tranchées. Et elle va aborder la guerre 40-45 avec son fils. Elle va rentrer dans la résistance, elle va avoir des comportements héroïques et elle va être déportée à Ravensbrück. C'est l'une des dernières déportées, hein? Oui, oui, dans les derniers trains. Donc le débarquement de Normandie avait déjà eu lieu et la Belgique allait être libérée. Mais les Allemands, avec la Gestapo, ont voulu continuer les déportations vers les camps jusqu'à la dernière minute, puisqu'un des derniers trains parti de la gare de Schaerbeek a été arrêté par des résistants. Ouais. Et donc ça a un fond de résonance particulier avec l'actualité qu'on peut connaître aujourd'hui. On va dire quand même que Alicia, dans la résistance, elle a notamment participé avec son fils à un certain nombre d'actions, mais surtout la distribution de journaux. Hein. Elle servait un petit peu d'estafette ou de postière de la résistance, on peut dire ça comme ça? Voilà, on est encore en 40-45, donc les rôles hommes-femmes sont assez organisés. Et il faut dire que souvent la résistance armée, donc faire sauter des trains ou attaquer des convois, c'était plutôt les hommes qui le faisaient et les femmes travaillaient avec tout autant de courage, il faut le dire, à conduire les documents, à partager les documents comme estafette, tous ces documents secrets qu'on ne pouvait évidemment pas communiquer autrement que par des personnes qui les transmettaient. C'est ce que Alicia a fait. Elle a aussi participé à la distribution de journaux clandestins puisque la presse était muselée. Et que fort heureusement, quelques grands titres belges ont continué le soir ou la Libre. Ici, c'est la Libre clandestine qui ont permis aux personnes d'avoir une information objective dans cette période-là. Ouais. Et alors son arrestation, c'est aussi parce qu'elle a voulu protéger son fils. Hein, quand la Gestapo vient taper à la porte, elle fait en sorte de les retenir au maximum pour que son fils ait le temps de s'échapper par l'arrière. Hein. Tout à fait. Donc elle a eu un geste que je trouve héroïque pour sauver son fils unique. De lui permettre de partir par l'arrière, de se cacher. Lui a survécu et elle a été déportée vers les camps de concentration. Ravensbrück était un camp de femmes. Donc c'est un camp qui était très proche de Berlin,
Donc c'est aussi un des derniers camps à avoir été libéré, puisque Berlin a été une poche de résistance des nazis. Et donc, malheureusement aussi pour elle, elle est décédée à Ravensbrück 3 semaines avant la libération. Ouais. Et vous décrivez les conditions de vie dans ce camp de Ravensbrück, c'est assez terrible. Ce sont des pages qui sont quand même assez difficiles à lire. Je vais me tourner vers Lara Imbert et Marion Besançon. C'est évidemment de l'histoire ancienne, ça ne concerne pas votre génération. Est-ce que vous liriez ce genre d'ouvrage ou est-ce que aujourd'hui on a tourné la page, on n'a plus envie de parler de ce passé-là? On est loin d'avoir tourné la page, je crois. Non, ouais, c'est ça. C'est même important de se replonger dedans régulièrement, Oui, tout à fait. je pense. Ouais. Vous seriez capable, vous auriez envie de lire cet ouvrage, cette histoire d'Alicia? C'est vrai spontanément, c'est pas forcément ce que je lis le plus parce que c'est tellement difficile que, mine de rien, faut être accroché quand même. Mais une fois qu'on l'a sous les mains, oui, c'est hyper intéressant. Oui, moi ça m'intéresse aussi beaucoup. Beaucoup de plus jeunes trouvent qu'on a trop parlé de la guerre 40-45 et que finalement c'est quelque chose que ma propre génération ne l'a pas connu. Donc c'est nos parents et nos grands-parents. Mais on dit souvent que l'histoire se répète. Et malheureusement, c'est un peu ce qu'on voit en Ukraine aujourd'hui. Dans la première partie, je parle des engrenages du malheur qui ont amené la guerre 14-18, où j'essaie de l'expliquer. Et au fond, on n'est pas loin de ça aujourd'hui, à l'est de l'Europe, avec l'Ukraine. Imaginons, je ne sais pas, un missile russe qui tombe, ou biélorusse qui tombe sur la Pologne qui réagit, hop, un conflit armé démarre, l'OTAN doit intervenir, c'est une guerre mondiale. C'est un peu ça qui s'est passé en 14-18, et on se dit, tiens, finalement, ça se rappelle à nos souvenirs, mais en même temps, c'est toujours très d'actualité. Oui, les choses se répètent inlassablement. C'est un peu décourageant. Mais... Et puis on a une montée du populisme et du rejet de l'autre. Hein. Ça existe aussi dans l'Europe d'aujourd'hui. Étienne Noël, je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur l'aspect fiction. Donc d'abord, on l'apprendra dans la dédicace à la fin de l'ouvrage. Cette histoire, elle vous concerne de près, familialement aussi. Oui, donc c'est en fait l'histoire de la grand-mère de mon épouse. Et au moment où nous avons vidé la maison familiale après le décès des parents, j'ai découvert en fait une reconnaissance à titre posthume pour Alicia Delmé, et dont mon beau-père ne parlait quasi pas, puisque c'est lui l'enfant qui a réussi à survivre, et je crois qu'il a voulu mettre ça dans un tiroir, parce que quelque part c'est quand même difficile de perdre sa maman qui se sacrifie pour lui. Et la reconnaissance à titre posthume disait résistante, donc c'était le minimum des reconnaissances possibles en Belgique, et c'était résistante assimilée à un militaire de rang subalterne. Et ça m'a profondément choqué, parce que je me suis dit, en fait, quand on a des gestes héroïques comme ça, quand on se sacrifie pour des valeurs, parce que c'est ça qui se passait, pour une société, et il n'y a pas de rang subalterne, tout le monde est égal devant le courage et l'héroïsme. Or, on parle souvent des gens les plus connus, ceux qui font le plus parler d'eux, en ce compris pour la résistance d'ailleurs, ou pour les guerres, et on oublie toute une série de personnes plus anonymes, mais qui sont tout aussi méritantes et qui ont eu des comportements tout aussi remarquables. Et je dirais à nouveau, au parallèle, mais c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans nos sociétés, on met en avant un certain nombre de personnes. Regardez, aux États-Unis, on nous parle de Trump à longueur de journée, et puis on oublie toute une série de personnes extraordinaires qui font des choses magnifiques dans leur quotidien et qui, eux, sont totalement ignorés. Alors, ils ne cherchent pas à être en évidence, ils ne cherchent pas à se mettre en évidence, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas reconnaître leur histoire. Donc ça, c'est l'histoire d'Alicia Delmé, et vous l'avez croisée avec l'histoire de votre propre famille, mais ça, c'est de la fiction, hein? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai imaginé... puisque j'ai 2 Françaises autour de moi, elles ne connaissent pas la magnifique avenue Louis-Bertrand à Schaerbeek, qui est une avenue extraordinaire. Et mes grands-parents y habitaient pendant la guerre, et ma grand-mère s'appelait Alice de Villers. Et il se fait que j'ai découvert un peu par hasard que Alicia Delmé venait chercher des livres clandestines avenue Louis-Bertrand. Alors j'ai imaginé qu'elles s'étaient rencontrées, donc la grand-mère de mon épouse et que ma grand-mère s'était rencontrée à ce moment-là. Mais ça, c'est un dialogue fictif.
autour aussi de l'aménagement des villes, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'aménagement urbain. Et avenue Louis-Bertrand, on a quelques exemples, notamment cette grande vasque au milieu qui remplace une ancienne église romane. Et donc, j'ai voulu un peu lancer un dialogue imaginé et peut-être un petit peu surréaliste à la belge. Donc là, vous vous êtes permis une petite liberté historique, Marion Besançon. Il faudra aller voir l'avenue Louis-Bertrand. Je suis sûr que ça peut inspirer vos dessins. Est-ce que, par exemple, le travail de Schouten et Peters sur les villes, c'est quelque chose qui a pu motiver votre vocation de dessinatrice ou pas? J'ai découvert un peu tard pour que ça me motive, parce que j'aimais déjà... J'avais déjà un peu voué ma vie au dessin, mais c'est évidemment une pierre angulaire dans mes influences, et puis ça a été un vrai choc esthétique, enfin c'est tout ce que j'aime. Ouais. Et donc on vous conseille, donc on insiste, hein. Allez faire un petit tour dans Scarbeck, il y a de très très belles avenues Art Nouveau, c'est le cas de l'avenue Louis-Bertrand. Je reviens à vous, Étienne Noël. Il y a eu beaucoup de documentation pour pouvoir rédiger l'histoire d'Alicia. Vous avez une trame de départ, ce que vous avez pu découvrir dans la famille de votre épouse. Il y a aussi une recherche historique derrière. Quand vous décrivez la vie d'Alicia, vous avez beaucoup inventé ou il y a des fondements documentaires qui vous permettent de dire ça s'est passé comme ça? Non, il n'y a pratiquement rien d'inventé, sauf peut-être la tournure des phrases et la contextualisation dans ces villes magnifiques aussi, que je vous invite à visiter, qui sont Bruges et Gand. Mais en fait, on trouve beaucoup en Belgique. Les archives du royaume sont remarquables et très très complètes. Il y a des archives à Bruges, il y a des archives à Gand, il y a vraiment, on peut retrouver beaucoup de choses. Et c'est, en dehors de l'écriture, ce qui était très gai aussi, c'est de tirer des fils, les uns après les autres. On découvre quelque chose avec un fil, et puis quand on tire ce fil-là, on va retrouver autre chose, et petit à petit, comme ça, on construit une histoire. Il y a aussi en Allemagne les archives Arolsen, qui sont les archives de la déportation, où on peut retrouver certaines traces. Alors, par exemple, pour le camp de Ravensbrück, les Allemands ont tout brûlé à la fin de la guerre, mais certaines déportées, détenues polonaises notamment, qui travaillaient au secrétariat, ont gardé des stencils de feuillets. Et c'est comme ça, par exemple, que j'ai pu découvrir que Alicia avait été déportée dans le même train qu'une résistante très connue en Belgique, qui est Lily de Gerlach, et que c'était donc un 3 septembre 1944, à la fin de la guerre. Mais ça, c'est grâce à un stencil qu'une résistante polonaise qui était utilisée comme secrétaire dans le camp de concentration a réussi à garder et qu'on retrouve aujourd'hui aux archives Arolsen. La vie que vous décrivez dans ce camp, elle est quand même assez terrible, avec des femmes qu'on convoque à un certain moment et elles vont être emmenées, on doit comprendre qu'elles ne vont pas revenir, avec des brimades des gardiens, avec des femmes entre elles aussi qui ne se font pas de cadeaux. Est-ce qu'on ressort indemne de ce genre de recherche, Étienne Noël? Mais je vais vous avouer que j'ai lu un livre de Lily de Gerlach, elle a publié un conte d'auteur qui, elle, a survécu parce qu'elle était jeune. Et je l'ai lu à la Fondation Auschwitz, à Bruxelles. Et je suis resté là, dans leur bibliothèque, à le lire. Et quand je suis parti, il m'a fallu un peu de temps pour respirer convenablement. Et puis il y a aussi une Française, Germaine Tillon, qui repose au Panthéon maintenant, qui en fait a écrit un livre plus scientifique sur Ravensbrück. Et là, à nouveau, quand je l'ai lu, je me suis dit, tant d'horreur, comment est-ce que c'est possible? Mais malheureusement, c'est possible. C'est Jules César qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Et je pense qu'effectivement, quand on voit ce qui s'est passé dans les camps de concentration, c'est vraiment très dur. Alors j'ai essayé d'amener tout de même un peu de poésie, parce que l'art se trouvait aussi dans les camps de concentration. Je parle d'un poème, par exemple, d'une jeune déportée tchèque, ou bien Germaine Tillon a fait une opérette. Ouais. Où les résistantes se moquaient d'elles-mêmes. Ouais. C'était extraordinaire quand même d'arriver à se moquer de soi-même pour se donner du courage pour survivre. Et ils ont réussi à sortir ce texte d'opérette à la fin de la guerre. Et puis de temps en temps, elle est jouée d'ailleurs. Et ça, je trouve ça remarquable. Il y a eu des dessins aussi qui sont magnifiques. Il y a eu une histoire d'amour entre deux femmes, dont une cantatrice, qui est magnifique. Ce sera probablement mon prochain livre. Et vraiment, on retrouve tout autour de ça à la fois l'horreur, la déshumanisation totale, le désespoir, mais aussi le courage, la résilience et même une certaine créativité culturelle qui a sans doute permis
à ces femmes de résister et de tenir. Ouais. Et cette dureté de vos derniers chapitres, elle contraste avec plutôt les premiers chapitres de l'histoire où vous décrivez la Flandre du siècle dernier. On a le sentiment que vous avez beaucoup aimé cette Flandre du siècle dernier et pouvoir décrire un petit peu ces villes de Bruges et Gand et ce qui s'y passait à l'époque. Ça a été un petit plaisir. Ça a été un vrai plaisir. Bon, c'est des villes dans lesquelles j'aime bien me promener, comme dans toute la Belgique d'ailleurs. J'adore y faire du vélo notamment. Mais ces villes ont un passé tellement incroyable. Vous connaissez sûrement le livre Les Téméraires de Bart van Loo, qui parle du duché de Bourgogne de l'époque. Il y a un moment où le centre du monde économique et culturel, c'était le duché de Bourgogne avec en phare Bruges, Gand, bien sûr Dijon, mais surtout Bruges-Gand, avant Bruxelles et bien avant Anvers. Paris, bien sûr, avait déjà toute son histoire, mais la créativité se trouvait dans le duché de Bourgogne. Et ces villes-là ont donc un passé et une histoire magnifique et très frondeuses aussi. C'est des villes qui ont été très frondeuses par rapport au pouvoir. C'est des villes où les citoyens, la bourgeoisie, au sens habitant le bourg, a eu un rôle très très important. Et c'est là que des chartes de démocratie ont commencé à exister. Donc il y a un passé très riche dans ces villes et je les aime bien. Alors je vais me retourner vers Lara Imbert et Marion Besançon. Vous êtes des jeunes femmes d'aujourd'hui, vous êtes des artistes de 2024. Comment est-ce qu'on devient artiste en 2024 et quelle est la part d'engagement sociétal ou politique que vous pourriez avoir dans votre travail? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce que non, pas du tout? Est-ce que vous, c'est l'art pour l'art? Comment est-ce que vous vous situez sur ce terrain-là? Il y a comme un petit message, par exemple, dans Vers, Marion Besançon. Oui, j'ai des sensibilités un peu comme tout le monde, hein, mais oui, il y a des choses auxquelles je tiens sur les relations de pouvoir dans le genre, des choses que j'ai pas, des modèles que j'ai pas forcément envie de répéter, ou si je les répète, qu'ils soient partagés avec de la diversité. Donc c'est vrai qu'autant que faire se peut, j'essaie d'apporter un tout petit peu de représentation sans en faire le cœur principal, parce que c'est pas forcément quelque chose que je vois devenir central dans mon travail, mais ça fait partie intégrante, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain, quoi. Donc l'humain a plein de facettes et très varié. Donc oui, c'est important. Ouais. Est-ce que vous pourriez vous saisir d'un grand sujet historique comme Étienne Noël vient de le faire? Est-ce que ça pourrait faire partie de vos projets dans le futur? Ça, je sais pas. Effectivement, l'aspect historique, le challenge est énorme, déjà. Et après, je sais pas. Je sais pas si c'est... si je préfère pas la fiction, même si elle se nourrit de tout ce qui existe déjà. C'est à voir, mais tout Pourquoi? est possible. On est plus libre avec la fiction? Oui, je crois. Ouais, c'est peut-être juste ça, finalement. Il y a une relation à l'imaginaire peut-être un peu plus forte, même si la fiction, elle n'est jamais gratuite, elle s'appuie toujours sur des choses qui existent. Et moi, je m'appuie beaucoup sur du vécu, mais je m'appuie aussi beaucoup sur des choses personnelles, parce que je crée de manière assez introspective. Donc, quand c'est des choses que j'ai pas vécues directement, qui sont un peu loin, ou qui sont un peu plus factuelles, c'est plus difficile pour moi de m'immerger, mais ça, peut-être ça viendra avec la maturité aussi. Ouais. Lara Imbert, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une part d'engagement dans votre travail artistique ou pas du tout? Moi, je pense que c'est pas le sujet officiel de ma musique, mais je pense que c'est impossible d'être dans une recherche artistique sans créer dans là où on vit et avec qui on va faire cette musique, par exemple pour la musique, avec qui on va collaborer, et comment est-ce que, aussi dans les rapports en musique, quand on est le leader, la leaduse d'un projet, à quel point on veut être celle qui décide tout ou pas, à quel point est-ce qu'on peut accepter ce que l'autre représente, même si c'est pas toujours peut-être ce qu'on voudrait. Je pense que c'est impossible si on se pose plein de questions et qu'on a envie d'aller à fond dans ces idées de recherche, de nier ce qu'il y a autour de nous. Et ça a aussi un impact forcément sur l'aisance qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on peut oser faire les choses. Le monde qui nous entoure est hyper important là-dedans.
Merci à tous les trois d'avoir accepté d'échanger sur le plateau de Connaissez-vous, Marion Besançon avec Patrick Lacans et la superbe bande dessinée qui s'appelle Vert aux éditions Rue de Sèvres. Pour Lara Imbert, c'est donc un album autoproduit qui s'appelle Pinède et ce concert au Bec Chou le 19 septembre. Et pour Étienne Noël, Alicia, l'oublié de Ravensbrück qui est paru aux éditions du Sémaphore. On parlait à l'instant des questions de genre, de domination, de rapport de pouvoir. C'est aussi un thème qu'explore la slameuse Clémence en Flamme qui est de retour dans cette émission avec un texte qui s'appelle Loupe. Être élevé par une mère à l'état dépressif, c'est hériter de sa tristesse. Comme un paramètre de vie décisif, donc j'appuie sur le bouton reset. Mais la machine est débranchée, je suis coincée dans un loop. Le loop est coincé dans ma trachée, alors mon souffle se coupe. Tu m'as appris que la vie est dure, qu'il faut s'endurcir. Tout le monde dit que petite, j'étais mature, j'étais prête à endurer le pire. Tu m'as manufacturé avec la peur, mais sans le mode d'emploi dessus. T'en as oublié de me donner ton cœur et le pire, c'est que le pire n'est jamais venu. Mais les casser la machinerie, je suis coincée dans un loop. Le loop est coincé en mode survie, alors mes regrets s'attroupent. Tu m'as appris le désespoir banal d'une vie bancale. Quand on a peur de tout, on n'est pas surpris de se réveiller un jour en n'ayant rien accompli. Tu m'as aussi fabriqué avec la haine que t'as pour ton corps de femme. Alors j'en ai pris de la graine, j'ai appris à haïr toute mon âme. Tu me disais, on n'est pas belle dans la famille, on n'est pas belle ma chérie. Mais toi t'es mignonne, même si t'es pas un super modèle. C'est pas méchant, mais moi j'entends. On montre pas de ton à la télévision. La machine bloque. Je suis coincée dans un loop. Le loop est coincé dans un bug. Ça tourne en rond, c'est pas un scoop. Tu m'as appris, il faut se taire pour que maman te tolère. Chut. C'est pas méchant. Juste trop strident, les cris d'enfant. C'est pas de la haine, juste la migraine. Alors en attendant que ça passe, je prends pas trop de place. Quand on ne reçoit pas l'amour sur un plateau, on apprend à le lécher des couteaux. Mais la machine ne tourne plus. Je suis coincée dans un loop. Le loop est coincé, c'est foutu. D'autres images l'entrecoupent. Tu m'as appris que la vie est dure. Je veux t'apprendre que la vie est belle. Et même si tes intentions étaient pures et pour ta force, t'es mon modèle, j'aurais voulu un amour plus doux. Puis une enfance pleine de dentelles, mais on a ce qu'on a, c'est tout. Et je sais que même cet amour rêche est éternel. Être élevé par une mère à l'état dépressif, c'est hériter de sa tristesse, comme un paramètre de vie décisif. Alors j'appuie sur le bouton reset. Loupe, un texte de Clémence en Flamme. Clémence que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. Clémence qui participe également à un ouvrage collectif qui s'appelle On ne s'excuse de rien, tome 2. On ne s'excuse de rien, tome 2, coordonné notamment par Lisette Lombé et paru aux éditions Malmström. C'était Connaissez-vous, la dernière de la saison. On vous souhaite un excellent été et on vous revient la saison prochaine.